Comment va-t-on sortir de la crise des Gilets jaunes? On a terminé la première phase qui se termine aujourd'hui. Demain, grande manifestation, nous dit-on. Mais quelle est la sortie? Quelle est la sortie du rond-point? Eh bien, on va en parler avec Benjamin Griveaux ce matin, qui est le secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, et qui, par ailleurs, eh bien, a quelques vues sur une ville qui s'appelle Paris. Benjamin Griveaux, bonjour. Bonjour Yves. Alors, il y a une étude qui a été publiée ce matin. C'est pas une étude, c'est un sondage qui donne, si vous voulez, les points principaux sur lesquels ceux qui ont été interrogés veulent bien que le gouvernement intervienne. Et notamment, eh bien, on s'aperçoit que les questions d'ordre fiscal et social viennent bien avant les questions institutionnelles. Une remarque là-dessus? D'abord, une remarque préliminaire avant tout ça. Ouais. C'est que ça s'arrête ce soir, Ouais, le grand débat. On va en parler. Ça continue, mais on nous avait dit, ça ne va pas marcher. On nous avait dit, les maires ne veulent pas le faire. On nous avait dit, les Français s'y intéresseront pas. Et tout le monde est là. Il y a beaucoup de monde qui est venu, et ça, c'est vraiment une bonne Sauf nouvelle. les jeunes. Peu de jeunes, c'est vrai. Pourquoi? C'est vrai. Et d'ailleurs, il n'est Peut-être pas parce question que- de chômage dans les Peut-être discussions. parce que dans les réunions publiques, ce n'est pas les bons formats pour les jeunes. Peut-être ont-ils plus participé sur la plateforme numérique. Ça, ce que les données qu'on va tirer de l'étude qui sera faite par les cabinets indépendants, on est à 1 700 000 contributions. D'accord. Ont-ils plus contribué sur le numérique parce que voilà, les réunions publiques, ce n'est pas trop leur truc. Ça, c'est intéressant. Bon. Après, il y a la Ça ne question vous inquiète de... pas qu'est-ce quand même, c'est marrant que les jeunes ne soient pas là quand même. Mais les jeunes Et sont... d'ailleurs, on n'a pas parlé de chômage. Yves, les jeunes, ils sont engagés dans le monde associatif. Moi, ce qui me frappe, c'est que quand vous allez sur le terrain, dans toutes les associations, vous avez des jeunes qui sont hyper engagés. En revanche, c'est vrai, ils ont désinvesti le champ politique et les partis politiques traditionnels. C'est ce qu'on avait constaté quand on a lancé En Marche, où au fond, beaucoup de jeunes nous avaient rejoints qui n'avaient jamais participé à aucun engagement politique, mais qui trouvaient la démarche innovante. Donc ça, c'est aussi une interrogation qu'on doit avoir pour la suite. Les questions sociales, elles sont présentes dans le débat. Moi, j'en ai fait beaucoup, et c'est vrai qu'on nous interroge sur les petites retraites. C'est le premier des... Préoccupation numéro 1, Première préoccupation. la réindexation des petites retraites. La Alors, réindexation. semble-t-il, ça va se faire sur l'inflation. En tout cas, c'est quelque chose Le qu'on Premier regarde. ministre, ce matin, l'a dit. C'est quelque chose qu'on regarde avec attention, on en a conscience. Il y a déjà eu un premier geste qui a été fait avec la question de la CSG. On a réélevé le seuil à 2 000 euros. C'était important, c'était avant le grand débat. Ça veut dire aussi qu'on a déjà entendu ce que les retraités modestes nous ont dit et se pose désormais la question des petites retraites. C'est vrai, parce qu'il y a ce sentiment d'injustice, qui n'est pas d'ailleurs un sentiment, qui est une réalité, sur le fait que quand il y a de l'inflation, eh bien on voit son pouvoir d'achat rogné alors qu'on a des prix qui augmentent par ailleurs. Augmentation du SMIC. Ça, on a nous répondu sur la prime d'activité. On a dit, et on l'a fait, dès le 5 février, mais la prime d'activité, c'est 100... 10 décembre, 10 à 12 milliards mis sur la table, ça n'a rien changé. C'est 100 euros net par mois depuis le 5 février, on est le 15 mars. Ça a calmé les esprits? Bah écoutez, moi j'ai fait quelques grands débats où j'ai eu des témoignages de gens qui disaient voilà, moi je suis mère isolée, j'ai 2 enfants, je reconnais que, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous faites, mais je reconnais que le mois de février, j'ai vu ma prime d'activité, j'ai gagné 100 euros de plus. Donc voilà, ça ne règle pas tous les problèmes, mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Donc ce qui est prégnant en tout cas, c'est que les questions sociales, les questions de pouvoir d'achat sont présentes, mais aussi les questions de comment est-ce qu'on réduit la dépense publique. C'est-à-dire que les Français sont très responsables. Ils sont très responsables. Dans les débats auxquels j'ai participé, et je vais vous dire, j'ai fait des débats. À Paris, en province, avec des apprentis et avec des gens du monde de l'entreprise, sur les questions d'économie circulaire, de dépenses publiques hautes, à chaque fois, il y avait des propositions de dépenses supplémentaires, ça on aime bien les dépenses supplémentaires, mais il y avait aussi des propositions de dépenses en moins. Les Français, je crois, savent que voilà, on a une dette importante et qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Votre collègue du gouvernement, ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour ne pas le citer, dit ce matin la solution ne passe pas par plus de redistribution. La solution ne passe surtout pas par plus d'impôts. Il ne faut pas plus d'impôts. Alors vous allez faire des transferts à l'intérieur de la masse? Ce que nous ont dit les Français. Ceux qui ont enfilé un gilet jaune, et puis si on tend bien l'oreille quand même, au-delà de ceux qui ont un gilet jaune, c'est qu'il y a trop de pression fiscale, c'est qu'il y a trop de prélèvements obligatoires, et c'est qu'il y a trop d'impôts dans notre pays, que ça fait longtemps. Tout le monde dit on va sortir de là avec plus d'impôts. D'abord, ils ont baissé le niveau de prélèvements obligatoires depuis qu'on est arrivé, a baissé de 1 point. De 1 point.
C'est statistique. Donc ça a baissé. Est-ce que ça a baissé suffisamment? Ma conviction, c'est que non, ça n'a pas baissé suffisamment. La bonne question à se poser, c'est sur quoi on les fait baisser? Moi, ce que je défends depuis le premier jour, mon engagement auprès d'Emmanuel Macron, c'est pour le travail. Il faut que le travail paye mieux. Et donc, moi, mon sujet, c'est de faire en sorte que ceux qui bossent, ceux qui ont des journées longues, puissent être mieux rémunérés par le travail. Deuxième item, baisse de la TVA sur certaines catégories de produits, notamment les produits de première nécessité pour les gens les plus modestes. Alors, moi, je suis sceptique pour une raison simple. C'est que si on fait pour les produits de première nécessité, moi, qui n'ai pas des revenus modestes, eh ben, je vais bénéficier de ça. Est-ce que c'est juste fiscalement? Est-ce que c'est juste socialement de me faire bénéficier à moi de la réduction de la TVA sur les produits de première nécessité? Je ne suis pas sûr. Donc, est-ce que c'est là le bon outil ou est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on peut activer? Très franchement, moi, je suis pour que si on fait de la redistribution et si on baisse les impôts, on le fasse vers ceux qui en ont le plus besoin. Donc ça veut dire que ce sont les classes moyennes qui vont payer, les classes moyennes supérieures. Ce que je vous dis, les classes moyennes, les classes populaires, elles ont besoin d'avoir plus de pouvoir d'achat. L'impôt sur la fortune immobilière va-t-il bouger? Mais écoutez, on a dit que l'impôt sur la fortune immobilière, nous l'avions voté en décembre 2017, que dans le texte qui a été voté, il y aura une évaluation 2 ans après. Nous ferons donc l'évaluation très sereinement, très calmement, avec des parlementaires de tous les bords, avec des experts. Si ça fonctionne, tant mieux, on poursuit. Si ça ne fonctionne pas, on améliore ou on change. Vous êtes sûr que les mouvements du samedi qui vont être importants, demain ça va être important, semble-t-il, les appels sont importants à venir se mobiliser, ça va s'arrêter les gilets jaunes là, dans les rues? Ce que je dis, c'est que... Je n'ai pas dit dans la colère des gens. Les Français sont venus très nombreux à des réunions. C'était calme, c'était courtois, c'était sérieux. Et donc ça n'a rien à voir avec les débordements et avec les violences qu'on voit dans les rues de Paris et d'autres villes depuis quelques mois. On a parlé du fond, maintenant parlons de la méthode. Comment on sort de là? Si j'en crois ce que je lis dans le Figaro, qui est un excellent journal, on sort en sifflet. C'est ce qu'on dit c'est ce qu'on prétend dans les cabinets ministériels, peut-être le vôtre, et à l'Élysée, on dit ça ne sera pas une seule annonce, ça sera des annonces perlées. Si on pense qu'à l'issue d'un débat qui a duré 2 mois et demi, auquel des gens sont venus par milliers, on répond par un discours avec 5 annonces, c'est qu'on n'a rien compris à ce que les Français attendent de nous. Il y aura des réponses immédiates, parce que ça relève parfois du pouvoir réglementaire ou de l'action publique. Il y aura des réponses où il faudra changer la loi. Donc il faut juste le temps d'inscrire le texte au Parlement, de le voter, la navette, et puis de prendre le décret. Donc ça, on va le faire. Quand on dit en sifflet, c'est simplement qu'il y a des réponses immédiates, et ça, on les fera immédiatement. Et puis il y a des réponses de nature législative. Ça, il y a en France le Parlement qui légifère, et ça peut prendre un mois, 2 mois, 3 mois. Au-delà de l'été? Il est souhaitable de faire les choses le plus rapidement possible, mais vous savez, on est dans un état de droit, et puis il y a un Parlement, et un Parlement, il légifère, il prend du temps pour légiférer, c'est normal. Vous savez que vous jouez gros, la majorité des Français sont sans illusion sur la sortie. Eh bien écoutez, notre job, c'est pas d'être dans l'illusion, mais d'être dans le concret. Le nouveau mot, c'est déceptif. Nous, on apportera des solutions concrètes aux problèmes des gens. On n'est pas dans l'idéologie. On veut mettre en place des choses qui fonctionnent et qui marchent. D'accord. Et pendant ce temps-là, Christophe Castaner, qu'est-ce qu'on apprend? Il va en boîte de nuit, lui. Écoutez, ça c'est sa vie privée, moi j'ai aucun commentaire à faire, c'est un bon ministre de l'Intérieur et le Premier ministre lui a rappelé sa confiance dès hier soir. Donc pas de sujet. Je n'ai aucun autre commentaire à faire. Alors je parlais en introduction d'une ville qui vous intéresse beaucoup, Paris. Dont je suis l'élu. Dont vous êtes l'élu, il ne faut pas l'oublier bien sûr. Quand est-ce que vous serez candidat à la candidature au municipal? Moi je n'ai pas varié depuis 1 an, je dis à peu près la même chose, à savoir que je dirais si je suis candidat au printemps. Alors le printemps approche et j'ai toujours dit depuis le premier jour, voilà, ça va du 21 mars au 21 juin, et j'ai toujours dit depuis le premier jour que si j'étais candidat à l'investiture, je quitterais mes fonctions au gouvernement parce immédiatement. Mais évidemment, parce que on s'y consacre à fond, on ne le fait pas. Moi, je ne sais pas faire 2 choses en même temps. Vous voyez, j'ai été doté d'une intelligence normale et donc je fais les choses normalement. Et bien, normalement, on fait les choses dans l'ordre. D'abord, on fait un projet, on constitue une équipe, on dit si on est candidat et si on est candidat, on le fait à plein temps. Une intelligence normale qui conduit à l'ENA et à HEC. Non, je ne suis pas énarque, je vous rappelle. Ça a dû m'arriver, oui. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire non, mais ça sera avant ou après les européennes? Ce sera au bon moment. Bon, il nous faut des solutions, une vision, une équipe. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord. Et puis, il faudra un capitaine d'équipe. Comment ça va se faire, la sélection dans votre camp? Parce qu'il y a beaucoup de candidats à la candidature. Il y a une commission d'investiture. C'est comme ça qu'on fonctionne en marche. Il n'y aura pas de primaire, avec des débats publics ou télévisés. On est assez peu adeptes des primaires. Ouais, c'est le vieux monde, monde, ça n'a jamais très bien fonctionné.
Nathalie Kosciusko-Morizet serait maire de Paris si les primaires avaient fonctionné. Patrick Mennucci, maire de Marseille. Donc on voit que manifestement, c'est pas, en tout cas nous, on a mis dans nos statuts dès le premier jour qu'on avait des commissions d'investiture. C'est le cas pour les européennes, c'est le cas pour les municipales à Paris comme dans d'autres villes. Toutes les villes de plus de 9000 habitants, il y aura une commission d'investiture. J'imagine qu'on viendra y défendre, on viendra sans doute y défendre son projet, ses convictions. C'est la commission qui tranchera. M. Guérini ? Ah non, je ne crois pas. En tout cas, ça n'a pas été annoncé. Ça n'a pas encore été annoncé. Il n'y a pas de femme d'ailleurs, hein. Pas dans la commission, mais parmi les prétendants. Si, il y a Anne Le Breton, élue du 4e arrondissement. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous allez faire de Paris si vous êtes élu ? Mais vous savez, d'abord, il faudrait que je sois candidat avant d'être élu. On fait ça par étapes, Yves Tréhard. Moi, je vais vous dire, il y a deux choses. Il y a d'abord répondre à l'urgence d'une ville dont les Parisiens nous disent qu'elle est délaissée, qu'elle est négligée. Elle est dégueulasse, disait Gaspard Ganzer il n'y a pas longtemps ici. Voilà, je suis un garçon bien élevé. Elle est négligée, la ville. On n'a pas pris soin de la ville. Et qu'on habite dans le 16e ou dans le 20e arrondissement, j'entends les mêmes mots. Au fond, l'espace public, c'est notre patrimoine un peu commun, parce que quand on habite à Paris, le mètre carré est un peu cher, et donc on partage un peu l'espace public, c'est un peu chez nous. Donc il y a ce travail-là, en hyper proximité, propreté, sécurité, transport. Et puis il y a aussi, c'est quoi Paris dans 20 ou dans 30 ans ? Paris a un rendez-vous avec l'histoire, c'est l'Europe post-Brexit. Quel est le rôle de Paris dans cette Europe post-Brexit ? Est-ce que Paris va rester le cœur de l'Europe ? Moi, je le crois. Je crois que c'est indispensable. Est-ce qu'on est capable d'en faire la capitale mondiale de la finance verte ? Vous voulez dire que là, on est en concurrence avec toutes les grandes capitales européennes ? Mais bien sûr. Avec Barcelone, avec Vienne, avec Berlin, avec capitale ou pas, Milan. Barcelone n'étant pas une capitale Et Milan non plus, mais ce sont les capitales économiques des pays. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut redonner cette vision-là. Et ce sera évidemment la mission du prochain maire de Paris. Alors, pour ça, justement, Gaspard Ganzer, qui était à votre place il n'y a pas très longtemps, disait moi, je supprime le périphérique. Est-ce que c'est de l'utopie, ça ? D'abord, il faut toujours expertiser les choses avant de faire des annonces, quand on fait les choses sérieusement. Moi, je vais vous dire, je ne sais pas aujourd'hui vous dire combien de voitures sur le périphérique, par quelle porte elles sont rentrées, par quelle porte elles sortent, qui en sont les utilisateurs. Ces données-là n'existent pas. Tant que je ne dispose pas de données, je ne vais pas casser un axe de circulation qui, s'il est un emblème aussi, disons-le, d'une forme d'aménagement des années 60, n'est pas optimal aujourd'hui, mais qui rend des services aux Parisiens. Et donc moi, j'aimerais savoir d'abord, avant de savoir s'il faut le détruire ou pas, qui utilise le périphérique. Est-ce qu'on peut à des endroits le couvrir ? Je crois que c'est une bonne idée. Lui, il ne veut pas le couvrir. Je crois que c'est une bonne idée à certains endroits de pouvoir le couvrir. Est-ce qu'on en aura des usages différents demain ? Est-ce que demain, on aura des voies dédiées à des transports publics, des voies dédiées au covoiturage ? Ça se fait dans des grandes métropoles internationales où on décide que sur une 3 voies, il y a une voie, vous êtes en covoiturage, sinon vous n'avez pas le droit d'utiliser. Donc c'est surtout la question des usages avant la mesure spectaculaire dont je comprends qu'elle marque les esprits. Mais vous savez, la politique, c'est aussi les pieds enracinés. Dans la glaise. Oui, c'est le réel. La ville est très endettée. La dette a doublé avec Mme Hidalgo, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites pour elle est à 7 milliards, la dette, aujourd'hui, 6,8 milliards. Qu'est-ce que vous faites pour la réduire, cette dette ? Vous augmentez les impôts ? D'abord, certainement pas. Le meilleur service à rendre aux Parisiens, c'est de montrer qu'on est aussi un bon gestionnaire des deniers publics, et l'argent public est rare. Et donc, c'est commencer par faire un audit un peu exhaustif des pratiques. Bon. Et puis, il y a quand même autre chose. Se dire que pour des grands projets parisiens ou grands parisiens, au-delà même du périphérique, est-ce qu'on ne peut pas un peu travailler avec le privé ? Avoir des co-investisseurs, faire venir des investisseurs internationaux à Paris. Privé. À Paris, vous avez 1,5 milliard d'investissements par an. Il y en a 1 milliard dans l'existant et un demi-milliard qui sont dans des nouveautés. Ce que vous faites avec ADP, qui sont dans des nouveautés. Je considère, moi, que ce n'est pas suffisant pour une ville de la taille de Paris et que, pour cela, on peut avoir des co-investisseurs. Il ne faut pas avoir peur de travailler avec le privé. Vous savez, les pouvoirs publics, quand on travaille avec le privé, vous pouvez leur imposer des obligations, les contraindre un peu, et ils ont envie de travailler avec nous. Il y a un Premier ministre britannique qui avait beaucoup fait ça, vous savez, le public-privé. Il s'appelait Tony Blair. Il y a un Premier ministre britannique qui l'a fait, et je vais vous dire, il y a même un maire communiste à Saint-Denis qui l'a fait. Et donc, si un maire communiste à Saint-Denis l'a fait, il l'a fait intelligemment. Peut-être qu'à Paris, on peut s'inspirer et se dire que, allez, on fait tomber les barrières idéologiques et on sert les Parisiens. Et l'intérêt des Parisiens, c'est aussi d'avoir des entreprises privées qui investissent dans Paris. Vous avez le temps de regarder la télévision ? Assez peu. Est-ce que vous avez regardé Mme Loiseau hier, qui est la ministre des Affaires européennes ? J'ai regardé Mme Loiseau hier. Ah, quand même. Alors, Mme Loiseau, elle a dit, elle était face à Marine Le Pen, et quand elle a débattu avec Marine Le Pen, elle a dit, quand je vous vois, vous,
défendre vos idées, ça me donne envie d'y aller et je vais être candidate. Je suis donc la candidate pour La République En Marche ou de l'axe central du président de la République pour les européennes. C'était la bonne technique? Ça vous a surpris? D'abord, c'est à nouveau un collectif de 79 personnes. C'est un collectif avec des mouvements européens suite à la tribune du président de la République, dans un cadre qui s'appelle Renaissance européenne. Nathalie Loiseau, c'est une grande européenne. Elle est une ministre des Affaires européennes remarquable en tout point, et notamment dans le suivi du Brexit, qui, croyez-moi, est un dossier extrêmement difficile. Et après, ce sera aux instances du mouvement d'en déterminer. Mais je crois qu'elle a démontré une envie et surtout du talent hier soir. Parce qu'elle a démasqué les fake news de Mme Le Pen. Enfin, Mme Le Pen qui nous expliquait que le SMIC était à 36 euros hier. 36 euros de l'heure. Je ne sais pas dans quel pays elle vit, Mme Le Pen, mais en France, si on a bien écouté ce que nous ont dit les gens qui ont enfilé un gilet jaune, dont elle se fait parfois le porte-voix, si elle leur explique que le SMIC est à 36 euros de l'heure, elle va se faire appeler Gustave. On dit qu'il y a beaucoup de rivalité, et c'est normal, il y a de la rivalité évidemment avec les deux favoris, c'est le Rassemblement national et la majorité présidentielle. Mais vous avez vu que les Républicains remontent aussi. Monsieur Bellamy, qui a été tellement critiqué, et ben finalement... Il remonte la pente. D'abord, il ne faut jamais critiquer les personnes, il faut toujours regarder les projets. Et donc, c'est projet contre projet que cette élection se fera. Nous, on attend le projet des uns et des autres. On a mis sur la table la plateforme présidentielle envoyée dans cette tribune écrite dans les 27 pays de l'Union. Ce qui a valu pas mal de retour d'ailleurs. Pas très agréable, notamment. Oui, enfin aussi beaucoup de soutien. Non, aussi beaucoup de soutien. Mais d'ailleurs, on verra si les Républicains français soutiendront les propositions de la nouvelle chef de la CDU de fermer le Parlement européen à Strasbourg, de ne pas avoir de salaire minimum et de céder le siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça vous dit jamais? Jamais. Ils siégeront ensemble au Parlement? Ils siégeront ensemble? Moi, j'aimerais qu'ils nous éclaircissent. Vous voyez, on va avoir des débats sur le fond et ce sera formidable. On est avec Benjamin Griveaux qui répond à nos questions, qui va répondre à vos questions, chers internautes, avec Jérémy Pontieux qui nous rejoint dans les studios du Figaro. Jérémy, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Griveaux. Alors beaucoup de questions, salut nos internautes qui sont nombreux aujourd'hui. Projet qui nous demande pourquoi privatiser à l'aéroport de Paris une infrastructure stratégique utile à tous les Français qui gagnent de l'argent. Il nous le dit, c'est ridicule. Est-ce que vous pourriez lui répondre peut-être? D'abord, alors on va faire court. D'abord, il y a des missions d'État qui seront assurées par l'État, qui ne sont pas du tout privatisées. Et deuxièmement, moi je l'ai dit, ça n'est pas le rôle de l'État de gérer les baux commerciaux dans des duty-free de luxe pour des touristes étrangers. Ça, le privé sait le faire très bien. On vend, pourquoi une partie des participations de l'État? Concession, d'ailleurs. C'est une concession. Dans 70 ans, ça revient dans le giron de l'État, je le rappelle. Pourquoi on le fait? Parce que les cessions de participation, et c'est le cas d'ADP, mais d'autres entreprises publiques, on les met dans un fonds pour l'innovation de rupture. Parce que le rôle de l'État, c'est d'anticiper les questions qui seront les questions technologiques de dans 10, 15 ou 20 ans. Parce que moi, ce que je veux, ça n'est pas à des investissements, alors. Bien sûr, ce que je veux, ce n'est pas... Oui, ça n'est pas un capitalisme à la papa, de bons petits gestionnaires, c'est qu'en France, on construise des Google, les Amazon, les Facebook, les Tesla de dans 15 ou 20 ans. Et pour ça, il faut que l'État y mette les moyens et on est prêt à le faire. D'accord. Nika, alors, elle salue la décision de la France de ne pas rapatrier les enfants de djihadistes. Cependant, elle s'interroge, elle nous dit, sera-t-elle vraiment respectée cette mesure? N'est-ce pas, hélas, une grossière manipulation en vue des futures élections européennes? D'abord, le Premier ministre l'a rappelé ce matin, c'est au cas par cas que sont évaluées les situations. Pour les enfants, bien sûr, ou pour tout le monde? D'abord, pour les enfants, c'est la question qui m'est posée. Quand vous avez 15 ou 16 ans, vous n'avez pas le même niveau de conscience que quand vous avez 2 ou 3 ans. Et donc, c'est au cas par cas que seront traités les sujets. Et je rappelle aussi, parce que là, à nouveau, beaucoup de polémiques, il y a des pays dans lesquels des combattants français ont été arrêtés, comme l'Irak, où il y a une infrastructure judiciaire, c'est-à-dire ils sont incarcérés, ils vont être jugés, et c'est au pays où ils ont été arrêtés de les juger. Et puis après, vous avez des endroits où il n'y a pas d'État. Moi, je considère que là, il faut pouvoir les sécuriser au maximum parce que je n'ai pas envie d'avoir des combattants en liberté qui circulent et qui aient envie de rentrer en France. Donc il y a aussi un sujet de sécurisation sur place. Farouk se demande sur Facebook si un rapatriement des troupes armées engagées à l'étranger est-il prévu? Est-ce que c'est dans les rapatriement des troupes armées, des OPEX, donc des opérations extérieures, exactement. Est prévu? Pas à ma connaissance. Pas à votre connaissance. Autre question sur Paris cette fois-ci. Est-ce que vous êtes confiant quant aux Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu à Paris?
Alors, il faut que la France fasse le meilleur score. C'est pas la question qu'on me posait, c'est ça. Il faut qu'on ait un maximum de médailles. C'était pas ce niveau dans de confiance. l'organisation, si j'ai bien compris. Plutôt. J'ai une grande confiance d'abord dans le duo que forment Jean Castet et M. Estanguet, qui tous les deux ont dans leur champ respectif une expérience très forte, à la fois de l'administration pour l'un, du monde sportif pour l'autre. Et donc, on a, je crois, un bon tandem qui va nous permettre de réussir ces jeux. Je veux dire, ces jeux, il faut les réussir pour Paris. Pour votre mais pas que candidature. mais il ne faut pas les réussir que pour Paris. Ce n'est pas des Jeux parisiens. C'est la France qui accueille le monde. D'ailleurs, il y aura des épreuves à Marseille. De nombreux lycéens et étudiants jugent l'écologie délaissée manifestent aujourd'hui à travers le monde, d'ailleurs. Néla se demande à quoi servent ces manifestations et si vous les soutenez. Moi, je suis toujours sensible quand la jeunesse de notre pays, on disait tout à l'heure avec Yves Tréhard qu'ils n'étaient pas suffisamment rendus dans les grands débats. S'ils ont comme mode d'expression le fait d'être présents dans les rues pour témoigner au fond, qu'ils ne veulent pas la dette écologique que nous sommes en train de leur laisser, tant mieux. Je leur dis aussi à tous ces lycéens qu'aujourd'hui, entre 16h et 18h dans tous les lycées de France, eh bien, il y a des grands débats organisés autour justement de la question écologique. C'est bien d'être dans la rue, mais c'est surtout bien aussi de se mettre autour de la table, de se retrousser les manches et de dire comment concrètement, dans un lycée, dans ma famille, dans mon quartier, dans ma rue, je peux apporter des solutions concrètes. Et ça, je crois qu'ils ont aussi beaucoup d'idées, il faut qu'ils y participent. Vous avez des enfants, mais pas en âge de... mais ils sont en âge déjà d'être très conscients, puisqu'ils ont 4 ans et 6 ans. Ah oui. Et je vous assure que je me fais déjà... Si vous aviez un enfant de 16-17 ans qui vous dit « Papa, aujourd'hui, moi, je ne vais pas à l'école, parce que journée climat ». Eh bien, je me dirais qu'il regarde plus loin que le bout de son nez et qu'il pense à l'avenir, et je serais plutôt fier de lui. Ah bon? Ouais. D'accord. Ségolène Royal, dans la même question... ses enfants sont beaucoup plus grands. Elle a dit, moi je veux bien mais je préfère qu'ils aillent débattre, qu'ils fassent des débats, mais qu'ils n'aillent pas aujourd'hui, il y a des débats défiler dans Paris, n'importe comment. Aujourd'hui, il y a des débats organisés entre 16h et 18h. Donc je lui dirais, va organiser, et va, si on est l'organisateur, c'est encore mieux, va dans ce débat. Mais que des enfants s'engagent, que la génération qui vient s'engage. Vous savez, nous, on ne joue pas la prochaine élection, on joue la prochaine génération. Les générations précédentes ont beaucoup failli. Que la prochaine génération s'engage sur cette question qui est centrale. Centrale. Donc vous êtes là pour longtemps. C'est une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que vous serez là pour longtemps. Que la prochaine génération prendra le relais et que j'espère que le pays ira mieux quand elle prendra le relais. Sur Twitter, vous étiez revenu sur la question des propos haineux sur Internet. Et Jean-Pierre lui revient sur ce sujet. Il nous dit « La chasse aux propos haineux est-il le remède? Pas sûr du tout. Il faudrait peut-être réfléchir à l'anonymat. » Et donc on revient à cette question. Est-ce que vous êtes plutôt favorable ou contre? Solution qui a été écartée pour le moment, oui, semble-t-il. Elle a été écartée, mais parce que d'abord, vous pouvez toujours contrer les systèmes. Vous savez, à chaque fois que vous créez un nouveau système, une nouvelle règle. Moi, je vais vous dire, la meilleure réponse, et peut-être que Jean-Pierre partagera mon avis, c'est l'école. C'est que quand on éduque, quand on apprend le respect, l'écoute, l'entente, eh ben, on n'insulte pas les gens de manière anonyme, planquée derrière un compte, et c'est quand même ça la meilleure nouvelle. Donc la réponse, pas à tous nos problèmes, mais à beaucoup de nos problèmes. L'école, l'école, l'école. Question de Christian qui nous dit « Meilleur salaire pour celles et ceux qui travaillent, oui, mais le SMIG, nous dit-il, augmenter ou diminuer, c'est les indépendants qui vont payer. » Est-ce que vous savez peut-être quelque chose là-dessus? Non, il n'y a pas d'arbitrage à ce stade, vous le savez, parce qu'on va avoir ce week-end et le week-end prochain des conférences régionales citoyennes sur lesquelles on va mettre sur la table justement les pistes de sortie. Et donc le grand débat s'arrête ce soir. On a les conférences citoyennes et puis ensuite il y aura le temps des solutions. On dit beaucoup que les Gilets jaunes, ils veulent du pouvoir d'achat. On tourne le regard vers les riches en disant il faudra peut-être donner. Mais il y a, par exemple, parmi les sujets majeurs, exiger des travaux d'intérêt général en contrepartie du RSA. C'est-à-dire qu'on a vu aussi chez les Gilets jaunes dire des gens qui se lèvent tôt le matin, qui travaillent qui travaillent beaucoup mais pour peu d'argent, ils disent mais ceux qui ne travaillent pas et qui ont des avantages sociaux, des minima sociaux, ceux-là il faut aussi qu'ils travaillent. Il n'y a personne qui est content de gagner le RSA. Ouais. Parce qu'avec le RSA, vous ne vivez pas bien. Le Premier ministre a dit il faut qu'il y ait des contreparties. Mais il y en a déjà. Il y en a qui existent déjà. Écoutez, j'ai été chargé du RSA dans mon département pendant 4 ans. Dans le département où j'ai été élu avant d'être à Paris. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Chantier d'insertion, atelier d'insertion, entreprise d'insertion. Ils se lèvent le matin, ils vont bosser. Pas tous. Pourquoi? Parce que vous en avez, qui ont d'autres sujets, qui ont des maladies graves, qui ont des handicaps importants, qui ont d'autres difficultés relatives à leur autonomie sociale, qui sont totalement désocialisés. Ceux-là, il faut d'abord prendre soin d'eux, les remettre sur les rails, gérer les questions d'addictologie, de santé, de troubles psychiatriques parfois. Et ça, c'est un accompagnement qui est préalable à ensuite faire des travaux d'intérêt général. Ils seront ravis d'aider les enfants à traverser le matin, de faire l'accompagnement des brigades vertes dans les municipalités. Le problème, c'est qu'à ce stade, il y a une partie
Pas D'accord. tous, hein, Ouais. mais une partie qui sont dans une immense... dans un immense Détresse. dénuement et D'accord. dans une grande détresse. Ceux-là, il faut Mais prendre vous soin êtes d'eux. d'accord Et avec les la autres, ceux qui peuvent, mais je vais vous dire, Ouais. ils seront contents de le faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec la pétition de principe du Premier ministre qui, il y a 15 jours, lors d'un débat, a dit il faut songer à des contreparties Mais aux bien sûr, minima et je vais sociaux. vous dire, mais ça tombe bien D'accord, parce qu'il y a des ok. contrats d'insertion, et dans les D'accord. contrats d'insertion, il y a des droits et des devoirs. Les droits et les devoirs, c'est un bon mode de fonctionnement. C'est aussi ça qui retisse le lien dans la nation. Benjamin Griveaux était dans les studios du Figaro ce matin, au moment de la clôture de la première phase, précisément, du grand débat national. Merci Benjamin Griveaux Merci. Merci à vous. d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris à vous, chers internautes, et à Jérémy Pontieux, qui s'est fait votre intermédiaire ce matin. Et puis à lundi, si vous le voulez bien.